Jacques Sapir, bonjour. Bonjour. Nous sommes heureux de vous recevoir à nouveau chez Livre Noir. Vous êtes économiste, spécialiste de la Russie et des questions monétaires. Vous êtes directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et aussi membre de l'Académie russe des sciences. Vous êtes aussi un essayiste très prolifique avec plus de 30 livres à votre actif. Le dernier étant Le grand retour de la planification, publié en 2022 aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Vous êtes souvent aussi catégorisé comme étant souverainiste de gauche. Selon la tradition de l'émission, nous allons commencer par une citation, cette fois de Bruno Le Maire, qui avait affirmé le 1er mars 2022, je cite, « Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. » Jacques Sapir, 11 mois après, qu'est-ce que vous répondez au ministre de l'économie ? Alors d'abord, une chose, je lui répondrai comme Bruno Tertré, d'ailleurs, dont je ne partage pas du tout les idées, mais qui là avait dit quelque chose de très juste. Un ministre français n'a pas à dire ça. D'abord parce que nous ne sommes pas en guerre contre la Russie, premier point. Deuxième point, parce que parler de guerre économique ou de guerre financière, cela mobilise un vocabulaire qui est extrêmement grave dans les relations internationales. Donc déjà, le simple fait de dire cela était une faute, et une faute grave de la part de M. Bruno Le Maire. Après, sur le fond, on peut effectivement, et c'est l'opinion des Russes, on peut assimiler l'ensemble des sanctions qui ont été prises par l'Union européenne et par les États-Unis à une forme de guerre économique. Moi, je dirais, je me situe un petit peu en retrait par rapport à cela en disant les sanctions, le principe des sanctions est un vieux principe qui a maintenant une centaine d'années, puisque l'idée des sanctions économiques était apparue avec la Société des Nations créée suite au traité de Versailles. L'ONU a un système de sanctions, bien. Maintenant, il est vrai que les sanctions qui ont été prises contre la Russie sont des sanctions d'un niveau inégalé hors d'un temps de guerre. Bien sûr, quand il y a une guerre entre deux pays, on peut aller plus loin. Mais là, on est à un niveau qui est inégalé entre des pays qui, formellement, juridiquement, diplomatiquement, ne sont pas en guerre. Donc ça, c'est un deuxième point. Troisième point, de quoi parlait M. Bruno Le Maire? Alors, tout d'abord, il espérait provoquer une crise financière majeure en Russie. Ce qui prouvait qu'il ne connaissait pas la situation russe, tout simplement, car, d'une part, la situation financière russe est aujourd'hui d'une très grande stabilité et n'a absolument rien à voir avec ce qui pouvait être la situation dans les années 90. Ensuite, eh bien, M. Bruno Le Maire avait oublié qu'il existe des méthodes, des procédures qui s'appellent le contrôle des capitaux, voire le contrôle des changes, qui ont été utilisées d'ailleurs dans les pays occidentaux et en France. Nous avons vécu par exemple dans un système de contrôle des changes de 1939 à 1984. Bien. Je pense que M. Bruno Le Maire n'était déjà plus en barboteuse, donc il aurait dû s'en souvenir. Et c'est ce qu'a fait la Banque centrale de Russie. Elle a immédiatement, si vous voulez, le jour même où les premières sanctions ont été annoncées, les sanctions financières, elle a rétabli un système de contrôle des changes et de contrôle des capitaux, ce qui veut dire que on ne pouvait plus sortir de capitaux librement de Russie, il fallait des autorisations. Ça ne veut pas dire qu'on ne pouvait pas en sortir, mais toute sortie était liée à des autorisations de la Banque centrale, et par ailleurs, la Banque centrale a essayé de limiter l'usage du dollar et de l'euro dans le cadre russe. Bon. Le résultat, c'est que quand vous recevez beaucoup de devises, car la Russie, il faut le savoir, a connu une explosion de ses revenus d'exportation au deuxième et troisième trimestre de l'année 2022, et que vous limitez les sorties de capitaux, qu'est-ce qui se passe ? Évidemment,
le taux de change du rouble monte. Et c'est ce qui s'est passé. Le taux de change monte, parce qu'il avait bien baissé. Alors, il a baissé avant que les mesures prennent effet, parce que comme toujours, si vous voulez, entre le moment où vous annoncez des mesures et le moment où les mesures prennent effet, il se passe un certain temps. Mais dès que les mesures ont pris effet, eh bien, le rouble est même remonté à 15% au-dessus de sa valeur qu'il avait à l'époque. Donc, il n'y a pas d'effondrement financier. Quant à l'effondrement économique, aujourd'hui, on a les chiffres de l'économie russe, et on voit que, bien sûr, les sanctions ont pesé sur l'économie russe, si vous voulez, ça c'est tout à fait évident, ne serait-ce que parce que l'économie russe était en forte croissance au début de l'année 2022, mais que l'impact reste en réalité très limité. L'économie russe, alors on aura les chiffres pour l'année 2022, les chiffres définitifs, les chiffres de court terme définitifs, parce qu'il faut savoir aussi une chose, c'est que dans les systèmes statistiques comme l'INSEE par exemple, on est toujours amené à corriger des chiffres, et on a les chiffres du PIB définitifs qu'un an et demi après. Bon, mais les chiffres de court terme qui seront révélés probablement lundi ou mardi prochain, voire début février, vont montrer que l'économie russe, le PIB de la Russie, a reculé de -2 à -5% en 2022. Oui, c'est significatif. Vous dites -2%? Oui, entre -2 et -5. C'est grosso modo ce qu'on attend. C'est significatif. Parce que c'était 6% qui était annoncé. Voilà. Et surtout, avant, on avait annoncé -10%. Donc, qui avait annoncé? Alors... le FMI? Non, pas le FMI. Pas le FMI. C'était des instituts américains, mais aussi certains instituts russes. Je me rappelle avoir eu une discussion avec des collègues de l'Académie des sciences qui étaient dans l'Institut d'économie et qui me disaient nous allons connaître une chute de la production de -10 à -12%. Parce que, si vous voulez, ils raisonnaient d'un point de vue très théorique et ils considéraient que les importations seraient complètement stoppées et que donc l'industrie russe, qui est en partie dépendante des importations de biens des pays occidentaux, ne pourrait plus fonctionner. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Et en fait, quand j'ai parlé à d'autres experts qui m'ont dit non, bien sûr qu'il y a un choc, si vous voulez, personne ne le nie, mais l'économie et l'industrie est en train de s'ajuster et s'ajustent plus rapidement que ce que l'on aurait pu penser. Donc, dès le mois d'avril 2022, je donnais pour ma part comme prévision plutôt entre -4 et -4,5. Si vous voulez. À l'époque où on donnait en Occident, enfin on donnait aux États-Unis et en Angleterre des chiffres de l'ordre de -10. Moi j'ai dit non, ça ne sera pas -10, ça sera plus probablement -4 à -4,5. Et puis, au fur et à mesure qu'on a eu les premiers chiffres sérieux, que l'on a eu plus d'informations, des informations qui portaient sur le maintien de l'activité dans l'industrie, ce qui est un point important, et bien, progressivement, j'ai corrigé mes prévisions. Même chose avec les collègues de l'Institut de prévision de l'économie, qui est un institut qui dépend de l'Académie des sciences de Russie, et qui, ça, je le dis pour les auditeurs et les spectateurs de Livre Noir, si vous voulez, joue le même rôle en Russie que ce que joue en France, dans le cadre de l'INSEE, ce qu'on appelle la direction de la prévision, si vous voulez. Il y a une direction de la prévision à l'INSEE. Alors, il n'y a pas l'équivalent dans ce qui est l'équivalent de l'INSEE en Russie, qui s'appelle Rosstat, et c'est un institut séparé, qui dépend de l'Académie des sciences, qui joue ce rôle. Bon, avec lequel je travaille depuis 1991. Donc voilà, eux-mêmes donnaient d'ailleurs des prévisions qui ont toujours été un petit peu plus pessimistes que moi,
Mais ce qui peut se comprendre parce que, si vous voulez, leurs chiffres sont considérés comme des chiffres officiels et ils ont tendance à être plus prudents que ce que j'avais pu être, mais même eux ont remonté leurs chiffres et donnent aujourd'hui une fourchette entre moins 2,3 et moins 2,5. Moi, je dis entre moins 2 et moins 2,5. Bon, voilà, on est arrivé à peu près à une très grande convergence des estimations. Bon, alors on ne sait pas comment s'est passé le mois de décembre, mais il aurait fallu qu'il y ait un effondrement complet au mois de décembre pour que les chiffres bougent par rapport à cette marge-là. Et donc je pense qu'on peut considérer que des chiffres entre, je vous dis, entre moins 2, moins 2,5, voire moins 2,7, sont des chiffres très sûrs. Vous l'aurez compris, durant cet entretien, nous allons échanger sur les conséquences de la guerre russo-ukrainienne, l'impact des sanctions contre la Russie et la situation et l'état d'esprit à Moscou. Revenons sur les sanctions. L'économiste Agathe Demaret, spécialiste du sujet, va totalement à l'opposé de votre discours. Elle estime que ces sanctions infligées à la Russie seront efficaces à long terme. Qu'en pensez-vous ? Alors, d'abord, il faut dire une chose. Sur le long terme, il est très difficile de savoir. Donc, je ne vois pas sur quelle base cette dame peut faire des prévisions fermes. Elle peut dire qu'il y a des tendances qui vont dans un sens, des tendances qui vont dans l'autre. Mais dire aujourd'hui, nous savons qu'est-ce que sera l'économie russe dans 5 ans, ça relève du marc de café et de la boule de cristal. Premier point. Deuxième point, quel est le véritable problème ? C'est évidemment le fait que l'industrie russe utilise en partie des composants qui ne sont pas fabriqués en Russie. Alors, ça dépend des branches de l'industrie. C'était très important dans l'industrie automobile. Ça l'est beaucoup moins dans d'autres branches. Qu'est-ce que l'on voit maintenant en termes d'évolution des importations par la Russie ? Eh bien, on voit que ces importations ont fortement baissé au mois d'avril, mai et début juin de l'année 2022. On voit très bien, sur le chiffre, on voit la baisse. Alors, les Russes ont cessé de publier ce type de chiffres dès le début de la guerre, ce qu'ils appellent l'opération spéciale, la guerre, bon, faut le dire en tant que tel. Mais on peut retrouver ces chiffres si on regarde le volume des choses qui sont transportées par le système de transport russe, c'est-à-dire les trains, les bateaux, les camions et le système fluvial de navigation. Donc, ce n'est pas simplement les bateaux qui partent des ports, mais il faut savoir qu'il y a un très gros trafic à l'intérieur de la Russie qui passe par les fleuves, les canaux, bon, etc. Et là, on voit qu'il y a grosso modo une baisse pour le trafic de fret de l'ordre de 5%. Entre 5 et 7%, ça dépend. Donc, oui, il y a une baisse. Cette baisse apparaît très limitée. À partir de là, un institut américain qui s'appelle Silverado, non, ce ne sont pas des gens qui font du western, il y a des gens extrêmement sérieux, que ce soit comme des experts économiques, j'en connais un certain nombre, que ce soit dans les gens du conseil de direction, où on retrouve à peu de choses près ce qu'il y avait au Pentagone et au département d'État ces 20 dernières années aux États-Unis. Donc, si vous voulez, c'est un institut qui est de type semi-officiel. Et eux utilisent les données du système des douanes chinois. Bon. Et ce qu'ils disent, c'est que la Chine a remplacé massivement les exportateurs occidentaux vers la Russie et que grosso modo, sur 2022 et probablement sur 2023, les importations russes seront au même niveau que ce qu'elles étaient sur la période 2019-2021. Bon. Même si on admet qu'il y a eu un certain renchérissement de certaines importations, et que donc, il peut y avoir un effet prix. Ça donnerait au mieux une baisse de 8 à 10%
pour les importations. Donc oui, là encore, il y a bien un impact, mais ce n'est pas un impact qui est de nature à déstabiliser l'industrie russe. Et par ailleurs, on peut penser que l'industrie russe est en train de chercher à produire toute une série de composants qui étaient avant importés. Et là, si on fait des études plus précises, si vous voulez, là, il faut regarder au niveau des branches industrielles. On ne peut pas regarder ça simplement d'un point de vue macroéconomique. Eh bien, on voit qu'il y a des réussites, mais aussi des échecs. Dans le cadre de l'industrie automobile au sens large, on voit que ce processus de substitution aux importations a fonctionné dans la branche des camions, et que la production de camions en Russie est revenue à la fin de l'année 2022 au niveau où elle était au début de l'année 2022. Par contre, pour la production d'automobiles, il y a toujours un problème, parce que là, le nombre de pièces importées était plus important, et ce problème se combine avec un autre problème. Bien sûr, les entreprises russes ont trouvé de nouveaux partenaires, essentiellement des producteurs chinois, pas que chinois d'ailleurs, il y a la Malaisie aussi, un petit peu l'Inde. Bon. Mais il faut, de ce point de vue-là, je dirais, réarranger toute la production. Autrement dit, une voiture qui était produite en Russie et qui importait environ 30% de composants de l'étranger, le moteur peut-être, ou la boîte de vitesse, bon, etc. Ces composants, disons, le véhicule est conçu à partir de ces composants. Si maintenant vous substituez des composants chinois à des composants européens, provenant de Renault, de Volkswagen, de BMW, ben vous avez un problème de redessin qui est nécessaire. Donc, ce qui peut expliquer pourquoi on ne voit pas encore de redémarrage important, on commence à avoir une forme de redémarrage, mais pas de redémarrage important dans l'industrie automobile, tout simplement parce que je pense que les ingénieurs russes sont obligés de redessiner toute une partie du véhicule pour tenir compte des pièces en provenance de Chine ou en provenance de Malaisie ou d'Inde qu'ils vont substituer aux pièces provenant d'Europe. Donc, on a ce problème, mais là encore, ce que l'on peut dire, c'est que, oui, certaines branches sont plus longues à s'adapter que d'autres. C'est aussi le secteur financier qui a pris un coup. Pas vraiment. Pas vraiment. Le secteur financier, si vous voulez, alors, il faut savoir, d'une part, que le secteur bancaire est largement couvert par des banques d'État. Bon, bien sûr qu'il y a des banques privées en Russie. La plupart ont été sanctionnés par... Oui, mais il faut savoir que 85% des dépôts sont à la Sberbank, l'équivalent de la Caisse d'épargne, qui est une banque d'État, qui est une banque publique. Bon. Et cette banque publique n'a aucun problème. Alors oui, les banques privées ont été sanctionnées, et donc elles se sont tournées vers des opérateurs asiatiques qui n'appliquent pas les sanctions. Chine, Inde. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde le marché financier de Moscou, eh bien on voit que le yuan est en train de remplacer le dollar et l'euro. Donc c'est vraiment la dédollarisation. Oui, il y a un phénomène de dédollarisation. Alors, il faut être prudent, parce que, si vous voulez, le yuan pesait à peu de choses près 5 à 6% dans le marché financier russe. Il pèse désormais environ 25%. Montée très forte, en quelques mois, il a quasiment quadruplé sa part, mais ça veut dire qu'il reste quand même une part non négligeable qui est faite en dollars et en euros. Après, quand on regarde certains compartiments, là c'est beaucoup plus spectaculaire. Les entreprises russes émettent, et l'État d'ailleurs aussi, émettent des obligations pour se financer qui désormais sont libellées en yuan.
Et là, on voit que la part du yuan dans le marché obligataire atteint pratiquement les 2/3. Donc oui, il y a bien effectivement, de ce point de vue-là, un processus de dédollarisation. On n'en est pas encore à la dédollarisation totale, mais il y a un processus. Est-ce qu'on n'aurait pas un peu méprisé la puissance économique russe en la comparant très rapidement avec notamment l'économie espagnole ? Alors ce que vous dites, c'est qu'on peut finalement peut-être la comparer à l'économie allemande. Oui, tout à fait. Et si vous voulez, j'ai publié un article dans une revue américaine, parce que visiblement, il y a des gens aux États-Unis qui ont plus le sens des réalités que l'on en a en France, et où j'explique que si on prend différents critères, par exemple, le premier qui consiste à ne pas utiliser les taux de change, mais à utiliser ce qu'on appelle la parité de pouvoir d'achat. Autrement dit, les prix relatifs entre des biens. Ben, on voit déjà là que l'économie russe est un petit peu inférieure au poids de l'économie allemande. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, si on prend la part du secteur productif. Secteur productif, c'est quoi ? C'est agriculture, industrie, construction et transport. On voit que ce secteur productif est plus important dans l'économie russe que dans les économies européennes. Et donc, si on prend comme indicateur le secteur productif hors les services, évidemment, on voit que là, l'économie russe est entre 10 et 15% au-dessus de l'économie allemande. Donc, deuxième point. Troisième point, eh bien, il y a la place de l'économie russe sur les marchés généraux des matières premières. Alors, quand on pense matières premières, on pense toujours, ah oui, le pétrole, le gaz, bien sûr. Mais il y a d'autres matières premières. Il y a tous les métaux. Il y a les produits agricoles, les céréales. Pas le blé, hein, c'est l'orge, le seigle, bon, etc. Il n'y a pas que le blé. Bref, on voit que le poids de la Russie est très important sur les marchés internationaux de l'ensemble des matières premières. Donc, ce qui veut dire que toute idée d'isoler la Russie était une idée qui était sans réalité. Parce que, compte tenu du poids international du commerce russe, eh bien, il y a des pays qui refuseraient d'appliquer les sanctions, tout simplement parce qu'ils ont besoin des produits russes. On peut aussi penser que c'est parce qu'ils considèrent que ces sanctions sont injustes, etc. Mais je dirais, même si on nommait la dimension politique, si on ne regarde que la dimension économique, bah, très clairement, la Chine a besoin de la Russie, l'Inde a besoin de la Russie, même le Japon a besoin de la Russie. Le Japon a refusé d'appliquer les dernières sanctions qui ont été codécidées par l'Union européenne et les États-Unis à la dernière réunion du G7. Les entreprises japonaises continuent d'acheter du gaz naturel liquéfié, du GNL, à la Russie. Alors il faut savoir que le marché du gaz au Japon est essentiellement un marché du GNL. Je crois que le Japon consomme 97% en GNL et 3% seulement en gaz gazeux. Bon. Et les Russes, avec d'ailleurs des capitaux japonais, ont développé des capacités de transformation de leur gaz en GNL importantes. La principale usine est connue sous le nom de Sakhalin 2. Sakhalin 2. Bon. Et là, les Russes, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit, voilà, on va dissoudre la structure financière de Sakhalin 2, on va refaire une structure financière qui sera sous le contrôle de Gazprom, mais on va laisser 45% du capital ouvert à des étrangers. Et immédiatement, des entreprises japonaises ont pris 25% du capital. Donc, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on voit, il y a des pays qui appliquent les sanctions, je dirais, de manière très idéologique, essentiellement l'Union européenne. Et puis il y a des pays qui disent, oui, bon, bien sûr, on prend des sanctions, on est contre ce que fait la Russie en Ukraine, mais on va interpréter ces sanctions. Et la marge d'interprétation n'est pas négligeable. Alors j'ai parlé du Japon, je pourrais aussi parler de la Corée du Sud.
qui est exactement dans la même logique que le Japon. Le fait de constater que ces sanctions ont peu d'effet sur la Russie, qu'elles frappent pas mal finalement les Européens, cette vision est très mal perçue en Occident. Qu'en pensez-vous ? Non, si vous voulez, il y a deux choses. Tout d'abord, il y a dans les médias, mais je précise bien que c'est quelque chose qui se voit dans les médias, parce que quand on interroge les Français sur la guerre, on voit qu'ils sont beaucoup plus partagés. Que grosso modo, il y a une majorité dans l'opinion qui est pour que Russes et Ukrainiens discutent ensemble. Bon. Et si vous voulez, on peut considérer que la Russie a eu tort d'attaquer l'Ukraine, on peut être pour de l'aide humanitaire à l'Ukraine, et on peut considérer que une aide militaire, elle, n'a pas de sens et entraîne le conflit toujours plus loin, et qu'il faut au contraire faire pression pour que les deux pays se parlent. Bon, ça c'est un autre point. Donc, je pense qu'il y a un premier point qui est la vision, non pas française, mais la vision des médias français. En particulier, il y a une chaîne de médias, qui est une chaîne privée, qui s'est transformée en Télé-Ukraine, qui reprend de manière absolument acritique l'ensemble du discours ukrainien. Quelle est-elle ? Vous voulez qu'on le dise ? Je pense que tout le monde saura. Il s'agit de LCI. Bon. Or, dans une guerre, les deux parties mentent. Ils mentent par propagande, ils mentent par omission, ils mentent aussi parce que leurs états-majors ne révèlent pas tout, ce qui est normal. On est en guerre. Hein. Bon, donc, il faut faire très attention et ne reprendre qu'une source d'information, qui est la source ukrainienne, vous met dans une position qui revient à faire de la propagande pour l'Ukraine. Bon, ça, c'est un premier point. Alors, je dois dire que la situation est moins grave en Allemagne et beaucoup moins grave aux États-Unis. En fait, aujourd'hui, si on veut avoir une vision, je dirais, plus équilibrée de ce qui se passe en Ukraine, il vaut mieux regarder la presse américaine, si vous voulez. C'est vrai. Mais par ailleurs, on a le même phénomène en Russie. Alors, en Russie, là aussi, si vous voulez, suivant les médias russes, on n'est pas au même niveau de propagande. Mais néanmoins, il est clair, et j'en ai beaucoup parlé avec des amis et des collègues russes, que les Russes de la population, je ne parle pas des dirigeants, hein, je ne parle pas des gens du ministère des Affaires étrangères ou de l'administration présidentielle, mais que des Russes éduqués disent « Ah, mais en France, vous avez un terrible problème de l'énergie. » Oui, non, on a un problème de l'énergie, pas terrible. Ah oui, mais on a vu à la télévision russe qu'il y avait des queues devant les stations-service. Oui, il y a eu une grève dans les raffineries françaises. Hein, vous connaissez la tradition française des grèves. Ben voilà, on a eu une grève, et cette grève a provoqué effectivement, à un moment donné, un blocage du marché des produits énergétiques et de l'essence, ou du gazole. Bien. Mais ce n'est pas la conséquence directe des sanctions et des contre-sanctions. Voilà. Donc, il y a les deux choses, si vous voulez, et de ce point de vue-là, je pense qu'il est important à la fois de se défaire d'une certaine propagande qui existe chez nous, et d'expliquer, quand on le peut aux Russes, qu'eux aussi vivent dans un univers de propagande, et que voilà, les choses ne sont pas exactement ce qu'on leur dit. Concernant les médias, vous êtes, dès le début de la guerre, opposé très fermement à cette guerre, on le rappelle. Vous avez d'ailleurs démissionné de votre chronique télévisuelle chez Sputnik France et RT France. Pourquoi ? Alors, ma position, et je la maintiens, c'est que le déclenchement de cette guerre... Alors, il faut dire d'ailleurs qu'aujourd'hui, même à Moscou, on parle de moins en moins d'une opération militaire spéciale et de plus en plus de guerre. Sachant qu'il y a une loi qui... Il y a une loi, mais si vous voulez, même Vladimir Poutine, dans une récente intervention, il a parlé de la guerre. Bon, bon,
vaut mieux ne pas être hypocrite et dire les choses comme elles sont. Bon. Je considérais que l'argumentaire présenté par le gouvernement russe sur le déclenchement de cette guerre était en partie faux. Autrement dit, oui, il y a des nazis en Ukraine, tout le monde le sait. Dire que le gouvernement ukrainien était, en février 2022, sous la coupe des nazis, par contre, c'est faux. Si vous voulez, vous pouvez avoir des nazis ou des proto-nazis dans un pays. Ces nazis ou ces proto-nazis peuvent avoir une certaine influence, que ce soit dans les forces armées ou que ce soit dans l'administration. Oui, mais ça ne fait pas pour autant du pays un pays proto-nazi. Donc ça, c'est un premier point. Deuxièmement, oui, il y avait des incidents à 80% dus à la partie ukrainienne dans le Donbass, avec des morts, même s'il y en avait de moins en moins, il faut le rappeler quand même. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait moins de morts en 2017 qu'en 2016, moins de morts en 2018 qu'en 2017. Ce qui, par contre, est resté constant, c'est que l'origine des tirs était à 80% ukrainienne. Ça, oui, ça, c'est absolument indiscutable. Et là, on a les documents des Nations Unies. Bon. Donc, il n'y avait pas de raison immédiate d'attaquer l'Ukraine. Donc, si la guerre n'est pas idéologiquement ou politiquement motivée et n'est pas militairement motivée, elle n'est pas motivée. Ça, c'est un premier point. Maintenant, entre les conditions du début d'une guerre et la situation actuelle, il s'est passé beaucoup de choses. Ce qui d'ailleurs a un impact, même sur la société russe. Autrement dit, sur ma position qui consistait à dire non, vous avez tort, et vous avez eu tort, et vous avez mené fin février une guerre d'agression. Bon. C'était une position qui trouvait un écho, y compris chez mes collègues russes. J'avais beaucoup de collègues russes qui soit étaient sur ma position, qui disaient non, cette guerre est injuste, soit qui étaient sur une position montrant qu'ils avaient au minimum de très grandes réserves par rapport au discours du gouvernement. Mais le soutien militaire qui a été apporté par les pays de l'OTAN, les déclarations officielles qui ont été faites, ont progressivement changé la nature de la guerre. Et aujourd'hui, une partie du discours russe dit « Nous ne menons pas une guerre à l'Ukraine, nous menons une guerre en Ukraine, mais ce n'est pas la même chose. Et nous menons une guerre contre les pays de l'OTAN. » Alors, bien entendu, les pays de l'OTAN ne sont pas, pour l'instant, co-belligérants. Mais c'est un secret de polichinelle qu'il y a des militaires de l'OTAN qui travaillent dans l'armée ukrainienne, qui sont dans l'armée ukrainienne, des gens des forces spéciales, un certain nombre. Alors, officiellement, ils ne font plus partie de leurs forces armées. Mais on connaît la procédure, si vous voulez. Vous demandez à un officier ou un sous-officier d'écrire sa lettre de démission, et puis vous lui donnez de l'argent et des moyens pour qu'il aille dans un autre pays se battre. Bon. Ce qui est différent d'ailleurs du problème des volontaires ou des mercenaires. Hein. Ça, c'est un cadre très différent. Bon. Donc, là, en réalité, c'est une fiction. Bon. Et on sait qu'il y a des militaires des pays de l'OTAN qui sont aujourd'hui en Ukraine. Pas en très grand nombre. Je pense que leur nombre ne doit pas excéder quelques centaines, voire un millier. Bon. On sait aussi que l'armée ukrainienne utilise quotidiennement les moyens de renseignement des pays de l'OTAN, soit les moyens américains. Bon. Donc, tout ceci a changé le cours de la guerre. Et donc, ça explique, à mon avis, le fait que l'opinion russe
s'est désormais massivement rangé derrière le gouvernement. Si vous voulez, c'est intéressant parce que on pensait, début mars, que le mouvement de protestation contre la guerre irait en s'amplifiant. Oui, c'est l'objectif des sanctions. C'était l'objectif des sanctions, mais si vous voulez, même des gens qui raisonnaient par analogie avec la guerre soviétique en Afghanistan disaient, mais vous allez voir un mouvement des mères de soldats, bon, etc., etc. Et ce que l'on constate, c'est que c'est le contraire qui s'oppose. Alors bien sûr, il y a toujours des gens qui s'opposent à la guerre, hein, et on le voit dans les sondages qui sont faits en Russie. Hein. On voit qu'il y a entre 10 et 15% des gens qui continuent de s'opposer à la guerre. Des sondages véridiques Alors, ce sont des sondages qui sont faits par un institut de sondage qui est extrêmement fiable, qui est l'Levada Centre. Bon, après, est-ce que les conditions, si vous voulez, d'anonymat des personnes sondées ont été bien respectées? Je n'en sais rien. Mais le fait que, même si on peut avoir un doute, on voit la tendance, c'est-à-dire qu'il y avait grosso modo 35 à 40% des gens qui étaient opposés à la guerre fin février, et qu'aujourd'hui ils sont que 10 à 15%, ça montre une tendance. Alors, peut-être sont-ils 20%, peut-être 25%, mais ils sont très clairement bien moins nombreux que ce qu'ils étaient fin février et début mars. Donc, là, je pense que la nature de la guerre a changé, et je pense aussi que le sens général de la guerre a changé. Ce qui pose d'ailleurs un problème parce que aujourd'hui, on peut considérer que le gouvernement ukrainien n'est plus maître des événements par rapport à cette guerre. Et ça risque de poser un problème. C'est-à-dire qu'il est soumis à des pressions, dans un sens ou dans un autre, des pays de l'OTAN pour construire sa politique. Il semble aujourd'hui à peu près avéré que la rupture en avril des négociations entre la Russie et l'Ukraine ait été faite sous la pression de l'OTAN. Pourrait-il y avoir une pression de l'OTAN en sens inverse? Peut-être, on n'en sait rien en réalité, si vous voulez. Mais je pense que ça pose un problème si on considère aujourd'hui que le gouvernement ukrainien n'est plus maître, n'est plus complètement maître, il reste à mon avis un peu maître de ces mouvements, mais n'est plus complètement maître de ces mouvements par rapport à la guerre en Ukraine. Donc je le rappelle, vous aviez démissionné de vos chroniques chez Sputnik et RT. Comment jugez-vous, dans ce contexte actuel, la fin de la diffusion de RT France, rendue inéluctable après le gel des sanctions? C'est un scandale. C'est purement un scandale. Alors, légalement, nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. Donc, il n'y a aucune base pour interdire à un média russe le fait de fonctionner en France. Bon. Éthiquement ou moralement, on peut considérer que cette chaîne diffusait le point de vue russe. Bon. Et alors, comme nous ne sommes pas en guerre, il faut laisser les gens choisir, si vous voulez. Dans des pays neutres, pendant la Seconde Guerre mondiale, la Suisse, la Turquie, ou certains pays d'Amérique latine qui ne s'étaient pas engagés, ont trouvé dans la presse les positions des uns et les positions des autres. Bien. Ce qui n'empêchait pas l'opinion publique de se faire une opinion sur cette guerre. Et plus globalement, le fait de dire « Ah oui, mais la propagande russe, elle est particulièrement nocive. » D'abord, est-ce que vous pensez que la propagande occidentale n'est pas aussi nocive? Premier point. Et puis deux, qu'est-ce que c'est que cette idée comme quoi toute la propagande russe aurait tout d'un coup un accès à 90% de nos cervelles? Ça se base sur quoi? On sait très bien que
les différents médias qui peuvent refléter cette propagande russe n'utilisent pas des méthodes différentes de ce que fait la propagande occidentale. Et ils sont en fait beaucoup moins nombreux que les médias occidentaux. Donc, il n'y a pas de danger de ce point de vue-là. Et c'est pour ça que je dis, c'est légalement et juridiquement non fondé, et c'est éthiquement très hautement condamnable, parce que ça équivaut d'abord à établir une situation de guerre, alors que nous ne sommes toujours pas légalement en guerre contre la Russie. J'aimerais revenir sur le principe de ces sanctions. Comprenez-vous la mise en place de toutes ces sanctions, notamment par l'Union européenne? Qu'auriez-vous fait, vous, si vous aviez été dirigeant européen? Quelles sanctions il aurait fallu mettre en place pour justement punir la Russie? Je n'aurais pas cherché à punir la Russie, j'aurais cherché à faire pression sur la Russie. Et j'aurais dit aux dirigeants russes, soit vous ouvrez des négociations avec le gouvernement ukrainien, ce qui était le cas en mars. Bon. On va vous laisser négocier. On va donner de quoi aux Ukrainiens résister, pas plus. Mais, si vous rompez ces négociations, alors là, nous prendrions des mesures qui pourraient être importantes, soit en matière d'aide militaire, soit en matière de sanctions économiques. Mais là encore, j'aurais fait attention de ne pas me tirer une balle dans le pied et d'éviter la partie des sanctions qui, en fait, nous revient dans la figure comme un boomerang. Bon. Donc, si vous voulez, il y a un problème. On veut punir la Russie. C'est dit explicitement. On veut provoquer un changement de régime. Ça c'est pas dit explicitement. C'est dit très implicitement. Plus qu'un... Enfin, on est à la limite, si vous voulez. Il y a d'ailleurs des gens du gouvernement polonais qui le disent, explicitement. Hein, la Pologne fait partie de l'Union européenne. Donc, on est vraiment là à la limite. Et je dis, si c'est ça que l'on vise avec les sanctions, c'est une folie, et ça ne marchera pas. La seule manière d'avoir des sanctions, et même d'avoir une aide militaire qui puisse avoir une certaine influence sur le gouvernement russe, c'est de leur dire, si vous ne négociez pas, là, alors, après, ça veut dire aussi dire la même chose au gouvernement ukrainien. Dire par exemple au gouvernement ukrainien, vous devez négocier avec la Russie. On ne vous dit pas, si vous voulez, qu'est-ce que vous avez à dire, mais on dit, vous devez négocier avec la Russie. Et si vous ne voulez pas négocier, nous ne vous transférerons pas d'armes. Il faut jouer sur les deux. Et là, peut-être, on avait une chance que les hostilités s'arrêtent au mois d'avril. Bon. Donc, c'est la conception générale des sanctions. Il y a eu Boutcha aussi en avril. Je crois que oui. Me semble-t-il. Oui, il y a eu Boutcha. Mm-hmm. Je dirais, et alors? Bien sûr, il y a des crimes qui sont commis. Ils sont commis d'ailleurs des deux côtés. Mais bien sûr qu'il y a des crimes qui sont commis. Mais je suis désolé, la politique étrangère, en particulier dans une situation qui est aussi tendue, n'a rien à voir avec la morale. La meilleure manière d'éviter d'autres crimes, c'est de mettre fin à cette guerre. Donc, si vous voulez, il faut avoir ça en tête, quitte après à dire, mais le dire après seulement, il faudra tirer au clair ce qui s'est passé, et si on a des preuves que des unités russes ont commis des crimes, il faudra demander des comptes au gouvernement russe, ou en tous les cas que, même dans sa propre justice, il traduise les commandants d'unités. Bien. Mais cette idée de prendre un fait scandaleux et de le mettre en avant pour en déduire la diplomatie est une folie.
Mais je dis, c'est vraiment une folie au sens quasiment médical du terme. En réalité, toute politique étrangère, toute diplomatie doit se fixer un objectif, et cet objectif, le seul objectif qui pouvait être atteint, c'était un arrêt au plus vite des combats. Donc, rappelons-nous que fin mars, début avril, les troupes russes se retirent des environs de Kiev. Bon, il y a un repli qui était probablement d'ailleurs négocié avec les Ukrainiens, parce qu'on ne voit pas l'armée ukrainienne attaquer les troupes russes qui se replient. Bon, et donc on pouvait penser qu'on aboutirait à une forme d'accord. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que des pays de l'OTAN ont fait pression sur le gouvernement ukrainien et lui ont donné de faux espoirs. Donc là, j'ai dit, il y a un véritable problème. Vous avez parlé d'une folie concernant le changement de régime en Russie. Pourquoi ? D'abord parce que... C'est vraiment pas possible, selon vous ? Actuellement, non. Actuellement, non. Je ne dis pas que aux prochaines élections présidentielles, d'abord, est-ce que Vladimir Poutine se représentera ? On n'en sait rien. Vous n'avez pas une petite idée là-dessus ? Non, aujourd'hui, je n'en sais rien. Quand est-ce que c'est, les élections ? C'est, je crois, dans 5 ans. Non, dans 4 ans. Dans 4 ans. Est-ce que il y a des éléments qui pourraient faire penser que l'on aurait une solution de remplacement à Vladimir Poutine ? Je n'en sais rien. Je pense qu'aucun des arguments qui vont dans ce sens n'est sérieux. Pour l'instant, aucun. Prigojine ou Medvedev ? Attendez. Les marionnettes ? Attendez, Prigojine, il est complètement dans la main de Poutine. Il faut être sérieux. Il ne peut faire fonctionner sa société militaire qu'avec l'assentiment du gouvernement russe. Le jour où le gouvernement russe lui coupe le robinet, c'est fini. Prigojine, il est mort. Bon, Medvedev. Ça fait 30 ans qu'on en parle. C'est déjà quelqu'un qui avait beaucoup surpris les dirigeants occidentaux par sa position très dure lors de la guerre de Géorgie en 2008. Bien. Est-ce qu'il a la carrure d'un successeur de Poutine ? Je ne le pense pas. Mais par ailleurs, si jamais il devait devenir le successeur de Poutine, nous aurions quelqu'un de plus anti-occidental que Poutine. Donc, à la limite, vaudrait mieux conserver Poutine que l'on connaît et dont on sait comment il raisonne. Donc, là encore, je ne dis pas qu'il n'y aura pas, sur 10 ans, sur 15 ans, des changements politiques. Je pense qu'il y en aura, très certainement. Mais ce que je dis, c'est que obtenir un changement politique à court terme, c'était idiot. C'était, 1, impossible à obtenir, et 2, si même ça avait été possible à obtenir, le risque de se retrouver avec des gens plus radicaux de Poutine était non négligeable. Donc, c'était un risque à ne pas prendre. Et fondamentalement, nous devrons négocier avec le gouvernement russe tel qu'il est. Je rappelle quand même que cette idée de changement de régime, elle a toujours été associée à un effondrement militaire et à l'occupation du pays. Saddam Hussein, il tombe parce que les États-Unis occupent Bagdad. Et on voit d'ailleurs très bien qu'il avait conservé des soutiens dans la société irakienne. Hitler, c'est parce que les Russes sont dans Berlin. Les Soviétiques. Mussolini, c'est à peu près la même chose. Donc, il y a aussi les révolutions de couleur. Alors, les révolutions de couleur, oui, mais elles se passent dans des cadres démocratiques. Et ça ne pourrait pas être le cas en Russie. Et aujourd'hui, il n'y a pas de pays, si vous voulez, il n'y a pas de parti représentant un point de vue pro-occidental
qui existe. La société russe est majoritairement pro-Poutine. Elle n'est pas pro-Poutine. Elle est majoritairement anti-occidentale. Avec d'ailleurs des courants dans cette population qui sont beaucoup plus radicaux que Vladimir Poutine, ou disons que les gens de Russie unie, hein, pour le dire vite. Bon, si on prend aujourd'hui l'état d'esprit de la population russe, d'abord, il y a une chose importante. Il y a une vraie fracture générationnelle. C'est-à-dire que chez les gens de plus de 50 ou de plus de 55 ans, il y a une forme de soutien à Vladimir Poutine, à la politique actuelle, mais qui est un soutien modéré. Et d'ailleurs, ce soutien, il s'est cristallisé au fur et à mesure que les pays de l'OTAN soutenaient de plus en plus le gouvernement ukrainien. Ça, c'est vraiment un produit de ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire du changement dans la nature de cette guerre. Et puis vous avez les gens plus jeunes. Et moi, je suis très frappé que chez les plus jeunes, il y a une forme de consensus nationaliste très virulent qui se développe. Parce que ceux qui étaient opposés sont partis, peut-être, non? Oui, mais combien sont partis? Combien? On n'évoque pas 700 000 personnes? Alors, moi j'ai regardé les chiffres du marché du travail. Ce que je peux dire, c'est que il y a au plus 500 000 personnes qui sont parties. Au plus. Ça fait beaucoup. Beaucoup et pas beaucoup. Hein. On parle d'un marché du travail de 70 millions. Hein, donc c'est au plus. C'est majoritairement plutôt des cerveaux, des élites, non, qui sont partis. Alors, oui. Dans quel secteur travaillait-il? On parle beaucoup de l'informatique. Quand on discute avec des responsables de sociétés informatiques, ils estiment que ça représente entre 5 et 7%. Par contre, il y a des secteurs de l'économie qui ont été réellement touchés. Alors d'abord, les arts et spectacles. Le secteur créatif. Ah, le secteur créatif, oui, il était très touché. Et après, je dirais le secteur du design, qui était un secteur, alors ce n'est pas connu en France, mais qui était un secteur extrêmement dynamique en Russie. Donc finalement, ce qu'on appelle en France les bobos sont partis, c'est ça? Globalement, oui. Globalement, oui. Bon, et d'ailleurs, certains des jeunes informaticiens qui sont partis ne sont pas partis très loin. Ils sont en Arménie. Et ils continuent de travailler pour l'entreprise pour laquelle ils travaillaient. Et là, vous savez que, évidemment, dans l'informatique ou dans l'électronique, c'est très facile de faire du télétravail. Est-ce que ceux qui ont fui la Russie vont-ils pouvoir revenir? C'est un grand débat actuellement dans la société, et c'est dans la presse russe, hein, d'ailleurs. Parce que qu'on dit, oui, c'est la propagande. Quand vous regardez les différentes chaînes, vous voyez des gens qui se disputent, qui s'engueulent, qui ne sont pas d'accord. Alors, il y a la position qui est soutenue par un des grands oligarques russes, Potanin, qui est de dire il faut laisser la porte ouverte pour que ces gens puissent revenir. Il ne faut pas toucher leurs avoirs en Russie. Il ne faut pas les criminaliser, etc. Alors, quand il ne dit pas les criminaliser, il dit lui-même à condition qu'il n'ait pas commis des actes qui tombent sous le coup de la loi russe. Ce qui veut dire, il ne faut pas les criminaliser, il ne faut pas introduire dans la loi de nouveaux articles qui serviraient à criminaliser en masse les gens qui sont partis. Bon, ça c'est une position. Et puis vous avez une autre position qui est la position, si vous voulez, des nationalistes radicaux et qui vise au contraire à appliquer des sanctions financières, grosso modo à saisir les avoirs des gens. Alors, c'est à relier avec
une expression que j'ai pas mal entendue quand j'étais en Russie au mois de novembre, plutôt par des jeunes, enfin, quand je dis des jeunes, des gens de 35 ans, de 35-40 ans, pour moi c'est des jeunes. Ils ont dit, on va découlaquiser nos oligarques. Le terme... Petit Roland... Voilà, j'avoue que je suis très 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 réservé par rapport à ça. Mais on voit bien ce qu'ils visent. C'est-à-dire qu'ils visent transférer à l'État les propriétés des oligarques qui ne sont pas en Russie. Donc, et comme par ailleurs, les États-Unis, le Canada, l'Union européenne mettent des sanctions contre ces oligarques, parce que, à côté des sanctions générales, nous avons des sanctions ciblées humainement. Bon. Je pense que rester un oligarque russe, ça va poser un problème. Parce que soit vous vous affichez contre le gouvernement de Poutine et vous risquez de perdre vos avoirs en Russie. Vous êtes sanctionné des deux côtés. Voilà. Donc, il y a une situation qui est assez particulière. Mais bon, okay, on va être d'accord, les oligarques, ça ne représente qu'au plus quelques milliers de personnes et probablement plutôt quelques centaines. Le problème va plutôt se poser pour des gens qui sont partis, dont d'ailleurs beaucoup de jeunes sont partis à cause des conditions dans lesquelles a été faite la mobilisation de fin septembre. Bon. Et je pense que dans la mesure où le gouvernement russe a reconnu que cette mobilisation avait été faite n'importe comment, alors c'est un bel exemple du n'importe quoi qui peut exister en Russie, et qu'il a mis de l'ordre dans le système, ce qui est tout à fait incontestable, eh bien une partie de ces gens vont progressivement revenir en Russie. Donc je pense que d'ici un an, on verra que la perte nette pour la Russie ne devrait pas excéder 350 000 personnes. Je pense entre 300 et 350. Vous disiez que la société russe était devenue majoritairement anti-occidentale. Est-ce qu'ils en veulent à la France, notamment ? Est-ce que vous avez des reproches ? Alors, des reproches, non. Mais, là encore, si vous voulez, les gens que je connais ne sont pas nécessairement représentatifs de la... c'est quand même l'élite. Bien sûr. C'est l'élite intellectuelle. Hein, c'est l'élite intellectuelle. Mais il y a une très grande incompréhension. Il y a une très grande incompréhension, mais venant de gens aussi qui, malheureusement, ne comprennent pas la situation française. Comme, chez nous, une grande partie de l'élite intellectuelle française ne comprend pas la situation en Russie, hein, si vous voulez. De ce point de vue-là, nous avons un effet miroir assez destructeur qui fonctionne. Qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas ? Alors, ils ne comprennent pas, si vous voulez, pourquoi nous donnons des armes à l'Ukraine. À la limite, ils pourraient comprendre l'aide humanitaire. Mais le fait de donner des armes, ils ne comprennent pas. Bien. Et ils mettent ça sur le compte d'une interprétation qu'ils font de l'évolution du gouvernement français avec Emmanuel Macron. Et leur interprétation, elle n'est pas si différente de l'interprétation que nous avons de ce qui se passe en Russie. C'est qu'il y a des deux côtés des mythes qui se construisent. Il y a, du côté russe, le mythe d'un Macron qui serait un agent américain. Mais les Russes pensent ça. Enfin, j'ai eu des collègues académiciens qui m'ont dit. Ils ont dit, oui, c'est peut-être pas un agent payé, mais c'est quelqu'un sous influence. Bon. Ils n'ont pas apprécié le fait qu'il soit venu quand même à Moscou le 7 février. On se souvient de la scène de la table. Non, parce que ça a été recouvert par une grave erreur faite par Emmanuel Macron, celui de rendre public ses déclarations avec Poutine. À la télévision. Ah oui. Ça a été une erreur. Incontestablement. Et ils disent, ça veut dire qu'il n'était pas venu discuter sérieusement. Pourquoi n'était-il pas venu discuter sérieusement ? Parce qu'il était le représentant de la politique américaine. Pourquoi est-il le représentant de la politique américaine ? Parce qu'ils le tiennent. Enfin, c'est ça, grosso modo, le raisonnement. Bon. Mais regardez la manière dont on interprète, nous,
la politique russe. On dit Poutine est mourant. Je crois qu'on lui a trouvé 5 cancers, plus la maladie de Parkinson, enfin, un grand n'importe quoi. Mais c'est un grand n'importe quoi. On dit, par exemple, Prigojine se pose en termes de successeur de Poutine. Non, écoutez, les enfants, il faut être sérieux. Quand on connaît un petit peu la politique russe, ça ne se joue pas comme cela. Bon, Poutine aura certainement un successeur. Parce que Poutine n'est pas immortel, hein, attendez. Même s'il n'a pas les 5 cancers, la maladie de Parkinson, la maladie de Charcot, enfin, tout ce qu'on lui a trouvé ici. Il a plus de 70 ans. Oui, il a plus de 70 ans. Donc, il va sortir un jour ou un autre de la politique russe. Bien. Son successeur, ça sera certainement quelqu'un qui est aujourd'hui au gouvernement, je dis bien au gouvernement, ou alors quelqu'un qui pourrait rentrer au gouvernement. C'est pour ça qu'il faut faire très attention, il faut regarder de très près les personnalités qui pourraient être cooptées dans le gouvernement dans les mois qui viennent. Il n'est pas du tout impossible que le successeur de Poutine se trouve là. Il faut se rappeler, quand Poutine succède à Boris Yeltsin, avant d'être nommé Premier ministre par Boris Yeltsin, d'où vient-il? Mais il a d'abord été le numéro 2 du FSB, puis il devient le numéro 1 quand le patron du FSB, Yevgeny Primakov, devient le Premier ministre. Donc, il était déjà dans la machine, si vous voulez. Et donc, c'est pour ça que je dis, le successeur de Vladimir Poutine viendra soit du gouvernement actuel, soit sera une personnalité qui sera cooptée dans le système gouvernemental dans les mois qui viennent. Vous avez rencontré Vladimir Poutine à plusieurs reprises. Que lui avez-vous dit? On a parlé essentiellement d'économie. La première discussion que j'ai eue avec lui en cercle relativement fermé, hein. C'était pas du tête-à-tête. On était plusieurs économistes occidentaux. Elle date de 2012, et c'était sur la question que faire pour que le rouble devienne une monnaie régionale de réserve. Bon, je lui ai dit que ce n'était pas à l'époque possible, compte tenu, et c'est assez amusant, de la faiblesse de la dette publique russe. Et il faut savoir que pour qu'une monnaie soit une monnaie de réserve, il faut que d'autres acteurs étrangers, d'autres banques centrales, puissent acheter des actifs émis par le gouvernement. Ces actifs, c'est quoi? C'est de la dette, hein, c'est des obligations. Quand vous êtes avec un niveau de dette qui est de l'ordre de 10 ou 12% du PIB, il n'y en a tout simplement pas assez. Tout simplement. Bon. Donc voilà. Je l'ai re-rencontré à 4 autres reprises, que ce soit dans le cadre du Club Valdai, essentiellement, ou même, il y a eu un moment donné, quand il est venu à Paris pour décorer le cosmonaute qui était parti avec des cosmonautes russes. J'ai été invité à l'ambassade. Bon, j'ai vu, il m'a serré la main, mais ça va pas plus loin. Et la dernière fois, non, c'est l'avant-dernière, on s'était vu d'ailleurs au Club Valdai. Je venais d'être élu à l'Académie des sciences. Alors, l'élection venait juste de se faire. J'avais reçu le mail du secrétaire de l'Académie des sciences m'annonçant mon élection quelques heures avant. Enfin, grosso modo, 6-7 heures avant. Bon. Avec d'autres occidentaux qui participaient au Club Valdai. Bon, voilà, on est là quand rentre Vladimir Poutine, qui, bon, d'abord, il salue les dirigeants du Club Valdai, puis il va saluer tous les gens qui sont là. Bon. Il vient devant moi, bon, et il me dit mes félicitations, monsieur l'académicien. Bon, d'accord, ok. Son service de presse avait bien fait le travail. Mais, si vous voulez, c'est tout. Après, dans le cas du Club Valdai, vous savez, il y a une grande session avec Vladimir Poutine, et je lui ai posé des questions, il m'a répondu, mais on était en session, si vous voulez, avec, il y avait 200 personnes. Donc,
si vous voulez, je n'ai pas eu beaucoup d'occasions de l'approcher. Chaque fois que j'ai pu l'approcher, il me donne le sentiment de quelqu'un qui est rationnel, qui réfléchit à des choses, qui bien sûr ne connaît pas tout. Et si vous voulez, la question qu'il m'avait posée en 2012 était typique, hein, bon, mais qui écoute ce qu'on lui dit. Qui écoute ce qu'on lui dit. Quand je lui ai donné mes arguments, il dit, je pense qu'il vaudra mieux remettre cette question à plus tard. Bon, ce qui est une manière diplomatique, mais c'est vrai chez tout dirigeant politique de dire, ok, on oublie pour l'instant et on passe à autre chose. Donc vous disiez qu'il était rationnel. Est-ce qu'on peut penser, avec cette guerre, qu'il est devenu fou, ou tout simplement qu'il a pris des décisions irrationnelles? Il a certainement pris des décisions mal informées. Ça, c'est clair. Est-ce que c'est devenu le diable? Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Et il reste quelqu'un de très rationnel. On le voit, par exemple, la manière dont l'administration présidentielle, même pas lui, mais c'est l'administration présidentielle qui va diffuser ça, quand Kadyrov, au mois d'août, dit « il faut utiliser des armes nucléaires tactiques ». Vraiment, c'est non. Monsieur Kadyrov s'exprime de manière un peu trop émotionnelle. C'est typiquement russe. Bon, on voit bien, tu te calmes. Et tu te calmes vite. Bon. Non, il reste quelqu'un de très rationnel. Après, est-il toujours bien informé? Ça, je ne sais pas. Vous pensez que c'est le FSB qui s'est trompé sur... Le FSB s'est certainement trompé sur l'état de la société ukrainienne. Sur le soutien à la Russie et sur les pro-russes. Oui, si vous voulez. Il a confondu le fait que, grosso modo, 40% des Ukrainiens avaient voté pour un parti pro-russe, ce qui est exact, avec le fait qu'ils soutiendraient les Russes quand les Russes viendraient armés dans leur pays. Bah oui, c'est pas la même chose. Même si vous voulez, ça donne une dimension de guerre civile à la guerre actuellement en Ukraine. Et c'est une chose d'ailleurs, c'est l'un des reproches que je fais aux médias occidentaux, c'est de ne pas en parler. On voit bien que les allégeances des gens qui se situent, si vous voulez, grosso modo dans le Donbass, la région de Kherson, la région de Zaporizhia, ces allégeances sont beaucoup plus complexes que ce que l'on dit. Bien sûr qu'il y a des gens qui ont mis des drapeaux à la fenêtre quand les troupes ukrainiennes sont rentrées dans Kherson, mais il y a d'autres gens qui continuent d'attendre les Russes, si vous voulez. Et ce n'est pas de la 5e colonne, c'est réellement une coupure de la population. Alors cette coupure, évidemment, elle n'existe pas dans l'ouest de l'Ukraine, si vous voulez. Vous ne trouverez pas de ce genre de choses à Lviv, à Vinnytsia, bon, etc. Mais c'est une vraie particularité de la zone où se déroulent les combats. Et donc, considérer que cette guerre peut uniquement s'interpréter sous le modèle « oui, les Ukrainiens veulent bouter les Russes hors de leur territoire ». Non, c'est ne pas comprendre aussi ce qui se passe. Et ça, alors si vous voulez, on en trouve des échos dans la presse américaine. Le Washington Post a fait, il y a quelques jours, un article où le journaliste du Washington Post dit « les soutiens à la Russie restent très présents dans la ville de Kherson ». Une ville reprise par l'armée ukrainienne, une ville dont sont parties plus de 100 000 personnes, dont on peut penser qu'elles étaient plutôt pro-russes. Bon. Donc, malgré cela, il reste de nombreux soutiens dans la population à la Russie. Il y a un vrai problème. Pourquoi cette information n'est-elle pas reprise dans les médias français? Et c'est là où on voit l'ampleur de la propagande en France. J'aimerais vous entendre sur la guerre en elle-même. Vous connaissez parfaitement la chose militaire, à l'instar des services de renseignement français. Vous n'avez jamais cru à la possibilité d'une guerre, donc avant la guerre. Vous pensiez que c'était totalement irrationnel? Oui. Oui, parce que
connaissant un petit peu la situation en Ukraine, vous pensiez que c'était totalement irrationnel? Je pensais que là, c'était une mauvaise décision. Et par ailleurs, les Russes, traditionnellement, comme les Soviétiques avant eux, avaient une réputation de prudence en matière de politique internationale. Donc, ce à quoi je m'attendais, c'était reconnaissance des deux républiques séparatistes, de la République de Lugansk et de la République de Donetsk. C'est passé quelques jours avant. C'est ce qui s'est passé 24 heures avant. Bon. Entrée des troupes russes dans ces républiques. Bon. Mais pas dans tout le Donbass. Pas dans tout le Donbass, et certainement pas dans le reste de l'Ukraine. Bon. Et probablement des échanges de tirs très nourris contre l'armée ukrainienne qui affrontait les troupes des républiques séparatistes. C'était beaucoup plus à ça que je m'attendais. Et c'est vrai, j'ai été surpris par le cadre général de l'opération spéciale, que j'ai sur le moment interprété comme une volonté de prendre l'Ukraine. Et ce n'est qu'au bout d'un mois et demi, quand on a commencé à avoir des informations, et surtout quand on a eu des informations sur les effectifs déployés. Au départ, on parle de plus de 300 000 soldats russes. Et aujourd'hui, on sait qu'il y en a eu grosso modo 150 000, moitié moins. Or, avec 150 000 soldats, vous ne prenez pas le contrôle d'un pays. Même si une partie de la population pourrait vous soutenir, elle ne l'a pas fait, mais vous ne prenez pas le contrôle d'un pays. Donc, ça veut dire que l'opération sur Kiev était essentiellement un coup de bluff. Un coup de bluff visant soit à provoquer le départ de Zelensky, une possibilité, soit à amener Zelensky tout de suite à négocier. Bon. Ça, si vous voulez, je continue à me dire c'est une rupture dans la manière dont les Russes raisonnaient. Un coup de bluff stratégique de cette ampleur m'apparaît assez exceptionnel dans la culture diplomatique et militaire russe. Ce qu'ils font maintenant me semble être revenu beaucoup plus dans la norme. C'est beaucoup plus classique. On mène une guerre d'artillerie, on fait peser l'ensemble de notre poids, on mobilise notre économie comme soutien de la guerre. Donc, je dirais, là, j'y vois un espèce de retour au robuste bon sens russo-soviétique sur ces questions. Mais l'opération initiale me semble avoir été une telle rupture dans le mode d'action qu'elle ne peut s'expliquer que par des informations qu'avait le FSB ou qu'avait le GRU, probablement les deux, et qui ont été, à l'évidence, fausses, voire peut-être manipulées. Est-ce que les informateurs de ces deux services de renseignement en Ukraine leur ont volontairement dressé un tableau beaucoup plus sombre que ce qu'il était en réalité? Parce qu'il faut savoir une chose. Fin 2021, on a des sondages qui montrent un effondrement complet de la popularité de Zelensky, qui est pris dans des affaires de corruption. Donc, on voit qu'il y a une espèce d'effondrement très rapide de sa popularité. Mais après, faire le lien, sa popularité s'effondre, donc la population va nous soutenir quand on va rentrer, c'est ne pas comprendre comment fonctionne. Et ce que sont les sondages? Les sondages ne sont jamais qu'une photographie, c'est jamais un processus, si vous voulez. Et donc, de dire, oui, les gens ne sont pas pour Zelensky, ça peut, d'une certaine manière, offrir de nouvelles possibilités dans des élections législatives ou dans des élections présidentielles pour faire élire un candidat qui serait plus pro-russe, mais pas au-delà. Et ce qui n'a pas été compris, c'est que le fait de rentrer militairement dans l'Ukraine,
hors des régions de Donetsk et de Lugansk, dont en réalité les Ukrainiens ne les considèrent plus comme ukrainiennes, il faut le savoir, bon, ne pas comprendre que ça allait changer la réaction psychologique des gens, ça c'est une erreur majeure. C'est bien une erreur majeure. Donc quels sont les rapports de force actuels ? 11 mois après le 24 février, difficile de se faire une idée précise de ce qui se passe avec toute cette propagande de guerre. La résistance ukrainienne semble remarquable face à une armée russe qui s'enlise et qui n'a pas atteint ses objectifs. Jusqu'à quand finalement ce massacre ? Alors, on a 3 phases dans cette guerre. Première phase, des forces armées russes qui sont parties sur une opération de très court terme, un bluff, un grand bluff militaire. Donc l'opération militaire spéciale. Voilà, c'est les quelques premiers jours, hein, et qui tombe sur une résistance de la population ukrainienne, alors qui était d'autant plus probable que, en fait, c'est l'Ukraine de l'Est qui est plutôt proche d'eux. Bon. Et on a une très belle tenue, et de l'armée régulière, et de l'armée territoriale, l'armée de mobilisation. Bon. Mais rapidement, quand on passe à la guerre, alors les Russes se retirent, ils comprennent que leur dispositif n'est pas du tout adapté à ce qui se passe sur le terrain, ils réorganisent leur dispositif, et l'armée régulière se fait détruire en 2 mois. On le voit, c'est d'ailleurs ce qui va provoquer la chute de Severodonetsk, de Lysychansk, bon, etc. Bien. Le problème que je n'ai pas vu, et ça je suis tout à fait le premier à le dire, c'est que l'ampleur de l'aide de l'OTAN permet d'engendrer une deuxième armée qui, largement, se fait sur la base de l'armée territoriale, mais qui est réentraînée, réarmée par les forces de l'OTAN et appuyée par des volontaires, dont certains sont de véritables volontaires ou de véritables mercenaires, si vous voulez, bon, mais dont certains sont en réalité des officiers et des sous-officiers auxquels on a demandé de démissionner de l'armée pour aller encadrer Légion étrangère. Une forme de légion étrangère. Bon. Et sachant que le terme de légion étrangère est déjà utilisé en Ukraine et désigne ces unités de volontaires et de mercenaires de l'ordre de 30 000 à 40 000 hommes. Bon. Bon. Cette deuxième armée ukrainienne se trouve en avantage numérique par rapport à l'armée russe. Car l'armée russe, elle est bien plus faible numériquement que ce que l'on avait pensé au début. L'armée russe, c'est 150 000 hommes. Les Ukrainiens, c'est 450 000 hommes sur la ligne de combat. Et donc, les Ukrainiens passent à l'offensive, juillet, août, septembre, et ils passent à l'offensive, alors, dans le nord, autour de Kharkov, c'était parce qu'ils n'avaient pratiquement rien face à eux. L'armée russe était tellement réduite qu'ils avaient laissé des forces de police de la DNR et de la LNR occuper le terrain, donc tout à fait normal que ces forces se fassent balayer. C'est plus compliqué ce qui se passe à Kherson, mais à un moment donné, les généraux russes disent à leur pouvoir politique: on ne peut plus tenir avec le nombre d'hommes que l'on a. Donc, il faut, 1, faire des rappels à des réservistes, c'est ce qui est fait, et surtout, il faut évacuer le point de manière à récupérer 20 000 hommes et les répartir de manière différente. Bon. Donc ça, deuxième phase. La troisième phase, c'est avec l'entrée en première ligne progressif des mobilisés. Parce que ces mobilisés n'ont pas été envoyés immédiatement sur le front. Hein. Il a fallu les réentraîner, bon, etc. Bon. L'armée russe
retrouve un rapport de force plus, je dirais, plus acceptable. Hein. On passe de 450 000 contre 150 000 à probablement 450 000 contre 300 000. Et elle recommence à avancer. Et elle recommence à avancer en infligeant des pertes extrêmement lourdes à l'armée ukrainienne. Et on estime aujourd'hui qu'il y a 4 morts ukrainiens pour un mort russe. Bon. D'ailleurs, la question des morts ukrainiens fait débat. Alors la Suède a dit, il y a quelques jours, ou la Norvège, me semble-t-il, a dit estimer le nombre de morts russes à 180 000 et le nombre d'Ukrainiens 100 000. Oui, c'est un des chiffres qui circule. On a un autre chiffre qui vient d'une source américaine et qui dit 230 000 morts ukrainiens. Pour combien de Russes ? Ils disent pas. Ils disent 230 000 morts militaires ukrainiens et environ 70 morts civils. Bon. J'ai un doute sur ce nombre de 230 000 morts. Pourquoi ? Je ne sais pas. Il y a une règle heuristique. Il faut multiplier par un coefficient de 3 ou de coefficient de 5 le nombre de morts pour avoir le nombre de pertes totales. Ce qui voudrait dire que le nombre de pertes totales de l'armée ukrainienne se situerait entre 700 000 et 1 100 000. C'est énorme. C'est énorme. Si on est au niveau bas, 700 000 pertes, je dis bien pertes, donc c'est les morts, les blessés, les prisonniers, les déserteurs. Bon. C'est 3 fois le nombre de ce que représentait l'armée d'active ukrainienne. Moi, je pense que le nombre de pertes devrait être plutôt de l'ordre de 500 000, et c'est énorme, hein, déjà. Ce qui mettrait un nombre de morts entre 130 000 à 150 000. Donc, pas loin du chiffre des morts russes. Et sur la question des morts russes, il faut distinguer entre les morts militaires et les morts paramilitaires. Les morts militaires, on sait, si on regarde les sources russes, on le sait. Parce que, même si ce n'est pas dit très publiquement, on trouve dans les journaux locaux le nombre des personnes qui sont enterrées suite à la guerre. Bon, les soldats qui reviennent dans les body bags, hein, entre 4 planches, hélas. Et on pense que ça représente entre 110 et 120 000. Mais après, il y a les morts des unités de la DNR et de la LNR, probablement 15 000. Donc il faut les rajouter à ça. Et les morts de Wagner et des différentes unités de volontaires paramilitaires qui se battent avec l'armée russe. Donc, si on fait un total global, on arrive à peu près au même chiffre que les pertes ukrainiennes réestimées, qui serait de l'ordre de 150 000 morts. C'est beaucoup. Et il ne faut pas oublier que la population ukrainienne, c'est grosso modo le quart de la population russe, avec une partie de la population ukrainienne qui d'ailleurs a fui. Et donc, il va y avoir un véritable problème de recrutement pour l'armée ukrainienne. Ils en sont à combien de vagues de mobilisation ? Je crois qu'ils en sont à 7 ou 8. Ils en sont à 7 ou 8. Et on comprend bien pourquoi. Hein, parce qu'ils sont effectivement arrivés au maximum de leur force. Et le type de guerre menée par l'armée russe, qui est une guerre essentiellement d'artillerie, hein, si vous voulez, la guerre qui correspond d'ailleurs aux faibles effectifs russes. L'armée russe ne va pas attaquer en grande unité parce qu'elle n'a pas le nombre et elle va plutôt grignoter par l'artillerie les forces ukrainiennes.
Mais là, il doit y avoir des pertes énormes. J'ai plusieurs amis qui suivent les réseaux TikTok ukrainiens et qui disent que les soldats eux-mêmes se plaignent beaucoup et disent que leur unité a eu de 50 à 60% de pertes. Donc, il est clair qu'il y a aujourd'hui énormément de pertes au niveau ukrainien et qu'à un moment donné, le gouvernement ukrainien va être confronté au fait qu'il ne peut pas continuer la guerre. Il y a quelques jours, Emmanuel Macron a annoncé le doublement du budget militaire français, 413 milliards d'euros en 2030. Est-ce que ça veut dire finalement l'économie de guerre? Et est-ce que vous êtes favorable à ça? Alors, je pense que, et c'est la raison pour laquelle le gouvernement français est tellement réticent au fait de livrer des Leclerc, on est au-delà de l'os. Hein. Moi, les chiffres que j'ai... Alors, le chiffre des Leclerc est connu. Hein, c'est, on aurait 226. 227. Le Leclerc n'est plus produit depuis 2006, donc ça fait 17 ans. Et on attend en 2040 la livraison d'un... Tout à fait. Ça a été une folie de fermer la chaîne. Elle aurait dû être maintenue, même fonctionnant à très bas niveau, si vous voulez, mais de manière à pouvoir, le cas échéant, remonter très vite. Bon, c'est une folie. Et alors, ce qui est très grave, c'est qu'en termes de munitions, tous les pays de l'OTAN sont à l'os. La France a, pour 1 jour et demi, si on prend les niveaux de tir en Ukraine, on aurait pour 1 jour et demi. Et la RAND vient de publier une étude où ils disent que même après les récentes augmentations, la capacité annuelle des États-Unis est l'équivalent de 6 semaines de consommation par l'armée ukrainienne. Il y a un gros problème. Nous-mêmes, nous sommes à l'os. Enfin, l'OTAN est à l'os. Récemment, le gouvernement ukrainien a déplacé des stocks de Corée et du Pakistan, alors provoquant d'ailleurs une vive réaction des militaires coréens. Et oh, vous nous laissez sans munitions face au dingue qui est en face, on a un problème. Bon, voilà, tout le monde sait qu'on va arriver à une forme de pénurie générale de munitions, de missiles, de matériel dans les semaines qui viennent. Nous posions la question il y a quelques jours au général Trinquant, et je vous la repose aujourd'hui. Dans quelle mesure les fournitures d'armes occidentales à l'Ukraine vont-elles mettre en difficulté les stocks de l'armée française? C'est rien. Si vous voulez, ça c'est... Alors, 2 choses. En termes de décision, c'est une décision qui peut parfaitement se comprendre, qu'on peut trouver justifiée, mais ce n'est pas une réponse à la guerre en Ukraine, et c'est certainement pas une économie de guerre. Nous allons revenir à un niveau proche des années 90 dans 6 ans, dans 7 ans. Bon, c'est... oui, alors après, si vous voulez, on peut en discuter, on peut dire oui, c'est ce qu'il faut faire. L'armée française ne va plus être une armée de projection de force, mais va revenir sur des scénarios de guerre à haute intensité en Europe. Bon, très bien. Mais dans 7 ans, bon, qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? Alors, on est obligé de prendre, si vous voulez, des indicateurs un peu approximatifs. Mais on voit bien que les usines d'armement tournent en 3-8. On le voit, si vous voulez, de manière très simple. Vous regardez la hausse des salaires dans la région de l'Oural, ou dans la région de la Sibérie occidentale, là où il y a les principales usines militaires. Et vous voyez que les salaires ont augmenté de 50 à 60% plus par rapport au salaire de Moscou. Et vous dites, voilà, on fait travailler plus les gens. On fait travailler plus les gens, ils font plus d'heures supplémentaires, donc les revenus salariaux montent rapidement. D'ailleurs, ce sont les 2 seules régions où les revenus salariaux réels, diminués de l'inflation, étaient positifs dès le mois d'octobre. Bon, donc très clairement,
il y a une espèce de mise en route de la machine militaro-industrielle russe qui a été extrêmement important. Et là encore, comment va-t-on faire pour continuer à aider l'Ukraine ? C'est indépendant de la question de savoir est-ce qu'il faut aider l'Ukraine ou est-ce qu'il ne faut pas aider l'Ukraine. Mais je dis simplement, maintenant, matériellement, logistiquement, nous n'avons plus de quoi. Nous n'avons tout simplement plus de quoi. Merci beaucoup Jacques Sapir. Merci à nos auditeurs et aux internautes de nous avoir suivis pendant cette émission passionnante. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager, de liker cette vidéo. Encore un grand merci à vous Jacques Sapir d'avoir accepté notre invitation et très bonne soirée à tous. Merci.